Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on va se poser une question qui pourrait paraître simple au premier abord, mais qui révèle un fond bien plus compliqué. C'est quoi une adaptation? Pas une bonne ou une mauvaise, juste une adaptation. Alors du coup, on va passer par Shining, par la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, mais aussi par les remakes live Disney. Tout ça pour essayer de définir qu'est-ce que c'est une adaptation. Alors, je pourrais me contenter de sortir une définition du dictionnaire. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on oublie souvent ce que ça veut dire. Adapter un livre en un film. Parce que oui, c'est surtout de ça qu'il va être question aujourd'hui. Quand quelqu'un écrit un livre, il a une certaine vision de son œuvre. Et quand on lit cette histoire, on en ressort tout un imaginaire. On comprend l'œuvre d'une certaine manière. On en ressortira toujours un sentiment, une compréhension personnelle. Je ne dis pas qu'on comprendra l'intrigue différemment, mais l'impression, le ressenti, la vision même qu'on a de l'œuvre sera forcément différente de celle de l'auteur. Chaque personne ressort alors sa propre interprétation de l'œuvre. C'est une interprétation personnelle, autant de l'image qu'on se fait des protagonistes, du récit que du message laissé, volontairement ou non, par l'auteur. C'est comme pour les films, quand on dit qu'il y a 4 écritures, le scénario, le tournage, le montage et la réception du public. Une fois que le public ou le lectorat a accès à une œuvre, il se l'approprie. L'auteur est alors dépossédé de celle-ci, qu'il le veuille ou non. C'est triste à dire, mais dès ce moment, l'œuvre n'appartient plus à l'auteur. Adapter un livre en film ou en série, bref, en image, c'est retirer ce qui fait le format de base de l'œuvre, le texte. Ainsi, dès qu'on commence un processus d'adaptation, aussi fidèle qu'on le veuille ou non, le livre, immédiatement, disparaît. Et il n'en reste plus que l'interprétation qu'on en a fait. Pardon, pas l'interprétation, une interprétation possible. Et c'est cette interprétation, et non pas l'œuvre originale, qui va servir de matériau pour être adaptée à l'écran. Du coup, on serait en droit de se dire que tout ça ne justifie pas pour autant la création de personnages inédits, des changements drastiques dans le scénario, ou soyons fous, le changement d'ethnie de personnages. Hein? Mais ce serait sans prendre en compte le mot que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Adaptation. Je l'ai dit plus tôt, mais l'auteur est dépossédé de son œuvre, qu'on le veuille ou non. La nouvelle personne ou la nouvelle équipe en charge de l'adaptation et qui a obtenu les droits pour le faire sera totalement libre de faire ce qu'elle désire avec l'œuvre en question, jusqu'à réinterpréter les fondations mêmes du récit ou de l'univers. En tout cas, ça dépend des contrats signés avec les ayants droit. À ce niveau, on peut prendre 2 exemples bien distincts, 50 nuances degrés et Shining. Pour l'adaptation de 50 nuances degrés, l'auteur, E.L. James, souhaitait un contrôle total du film afin de retranscrire au mieux les qualités de son roman. Je ne juge pas. Et pour Shining, c'est presque l'inverse qui s'est passé. Stephen King a laissé une totale liberté d'action à Stanley Kubrick. Car comme l'auteur le dit si bien, une histoire change et elle le doit, c'est légitime. D'ailleurs, on va s'arrêter quelques instants sur Shining, parce que c'est un cas qui est vraiment intéressant. L'adaptation de cette histoire par Stanley Kubrick est différente, voire diamétralement opposée au livre de Stephen King. Les événements qui se déroulent ne sont pas les mêmes, et les conceptions profondes du récit sont opposées par les visions de l'auteur et du réalisateur, notamment en ce qui concerne Jack Torrance, le personnage principal. Les différences de vision sont telles que Stephen King a affirmé à plusieurs reprises qu'il détestait l'adaptation de son livre, à tel point que quelques années plus tard, il scénarisera lui-même un téléfilm adapté de son roman. Un téléfilm qui sera totalement éclipsé par le succès du film de Stanley Kubrick. Un tel succès qu'encore aujourd'hui, c'est l'un des rares films de ce réalisateur que presque tout le monde a vu, bien au-delà des cercles de cinéastes plus confirmés entre guillemets. Et d'ailleurs, je pense refaire une vidéo sur le cas Shining, en abordant plus les visions différentes entre Stanley Kubrick et Stephen King. Vous en pensez quoi? Bref, reprenons. On a donc 2 visions très différentes de la même œuvre. Et pourtant, les deux ont eu un succès planétaire. Comme quoi, c'est normal et une bonne chose de retravailler un récit pour l'adapter dans un nouveau format. Et pourtant, peu importe les univers, peu importe les œuvres, on pourra souvent entendre ce genre de commentaires. Ouais, c'est pas comme dans le livre, hein? Et du coup, j'aurais qu'une seule chose à dire à ces gens-là. Lisez le livre. Le but d'adapter, c'est justement d'adapter. Et quand on adapte, on doit tenir compte du nouveau format et surtout, on adapte, qu'on le veuille ou non, une vision qui sera différente de celle de l'auteur. Et c'est une bonne chose. Sinon, à quoi bon revoir la même œuvre dans un format qui ne lui était pas destiné à l'origine? Si on lit des œuvres de fiction, c'est pour faire travailler son imaginaire, pour découvrir des histoires et des protagonistes qui nous touchent. Et de cette graine d'imagination peut naître un arbre de possibilités. Métaphore agriculture, t'as vu? Alors pourquoi vouloir revoir exactement la même œuvre? À quoi bon? Si vous voulez, voilà une adaptation très fidèle du livre Le Seigneur des Anneaux.
Du coup, quand on adapte une œuvre, cette image floue que j'évoquais plus tôt devient concrète et prend une nouvelle forme, celle qu'on a désiré lui donner. Parce que oui, souvent, la personne ou l'équipe de production qui veut adapter une histoire peut faire des choix drastiques totalement consciemment. Cette adaptation, cette image déjà formatée par le nouveau média, se reformate encore une fois par la volonté des équipes derrière le projet. C'est ce qui était arrivé à Shining. L'œuvre finale n'a plus grand chose à voir avec celle de base, car Kubrick voulait raconter sa propre vision de cette histoire. L'histoire de Stephen King l'a touché et lui a inspiré autre chose. Alors du coup, si on veut absolument que l'œuvre soit telle qu'elle était dans le bouquin, autant ne pas regarder le film, du coup, on s'en fout, non ? Si on aime tant l'œuvre originale et qu'on ne veut pas voir son adaptation parce qu'on n'en retrouve plus l'essence ou parce que la production a décidé de caster des comédiens et comédiennes qui ne correspondent pas à l'ethnie supposée de l'histoire, autant se contenter de rester sur l'œuvre de base et ne pas décharger sa haine, non ? Oui, pardon, je sais que vous avez compris déjà là où je veux en venir. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Il y a des elfes, des hobbits et des nains qui ne correspondent pas au canon ethnique dont on a l'habitude. C'est maintenant qu'on rentre en zone dangereuse. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre les arguments principaux qu'on entend le plus souvent, et je vais les classer du moins important au plus conséquent. Ce n'est pas en accord avec la trilogie de Peter Jackson. À quel moment est-ce qu'il a été dit que cette série et la trilogie de Peter Jackson étaient liées ? Ce sont deux visions différentes qui prennent toutes deux de grandes libertés avec l'œuvre de l'auteur. Autant je voue un culte à cette trilogie, autant je ne peux que confirmer qu'une partie de la magie, de l'irréel qui compose le récit de Tolkien a disparu en adoptant un ton réaliste, entre guillemets. Réalisme voulu par Peter Jackson et ses équipes. Les personnages, comme Galadriel ou Elrond, n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on connaît. Ces personnages, qui ont déjà des milliers d'années derrière eux, ont encore des milliers d'années devant eux. Ils sont donc amenés à évoluer, à changer. En bref, à être des personnages qui évoluent au fil du récit. Quand un protagoniste stagne sur ses positions et ne change pas, ça le rend tout sauf intéressant. Comme les personnages parfaits qui n'ont aucun défaut. Ici, on découvre une Galadriel bien plus amère, car blessée par la mort de son frère, et donc obsédée par l'idée de se venger. Et cette noirceur démontrée comme négative dans la série est le principal ennemi contre lequel elle est en train de lutter. Cette même noirceur évoquée dans Le Seigneur des Anneaux. Ça décrédibilise l'univers de Tolkien. Ayant lu le Silmarillion, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, je peux affirmer qu'il n'est jamais fait mention à aucun moment d'une couleur de peau. Je peux me tromper, peut-être dans une autre œuvre ailleurs, oui, mais là dans le cas, il me semble que non. Je peux me tromper, n'hésitez pas à le dire en commentaire si je me suis trompé. Mais pourquoi pas ? On pourrait alors justifier pourquoi tels elfes, hobbits ou nains ont telle couleur de peau. Mais à ce moment, il faut le justifier pour tout le monde. Si le principe de mixité devient l'un des thèmes de cette histoire, alors oui, il faudra parler des origines de ces ethnies. Mais je pense pas que ce soit le sujet de la série. Ce n'est pas la vision qu'avait Tolkien de son univers. C'est vrai, ce n'est certainement pas la vision qu'avait Tolkien de la Terre du Milieu. C'était déjà le cas dans la trilogie de Peter Jackson, avec notamment une plus grande place offerte aux femmes, surtout pour Arwen qui, dans le bouquin, ne dit littéralement pas un seul mot avant la fin du 3e tome. De par les standards de l'époque, certaines normes sont amenées à évoluer, à changer. Et donc, la vision qu'avait un auteur de l'époque peut être amenée à changer, à évoluer. D'ailleurs, on lit souvent que Tolkien s'est inspiré du contexte géopolitique de son époque pour créer son histoire. Mais il a toujours refuté faire de la métaphore ou de l'analogie dans son œuvre. Ça l'agaçait au plus haut point quand on comparait Le Seigneur des Anneaux aux événements de son époque, notamment en ce qui concernait la Première Guerre mondiale. Son récit est davantage une histoire qui pousse tous les peuples à s'unir, peu importe leurs origines, contre un adversaire qui n'est pas un pays, mais le mal incarné. Le mal qui s'immisce insidieusement chez les gens, peu importe qui ils sont. Et Tolkien lui-même a fait évoluer son récit au fil des années, à travers plusieurs rééditions de ses romans. Il a construit son monde tout au long de sa vie, notamment avec des réécritures profondes concernant la genèse de son univers. À la base, elle était très inspirée des contes nordiques, et il y a finalement inséré beaucoup d'aspects de la religion chrétienne. Ainsi, son univers et sa vision ont également évolué au fur et à mesure qu'il réécrivait son univers. Et oui, on me dira inspiration nordique égale personnage blanc, mais on parle d'une fiction. D'ailleurs, à ce propos, alors je me réjouis de voir l'adaptation de la vie de Martin Luther King avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Alors, Martin Luther King a existé, Aragorn, non, sûr. Ce sont des choix purement marketing. Oui, probablement. Du coup, si vous n'aimez pas telle réinterprétation de l'univers, le mieux c'est encore de pas en parler. Je dis pas que la discussion ne doit pas avoir lieu. Au contraire, je suis à fond pour la communication, ça me semble le plus important. Mais il faut bien se le dire, qu'on en parle en bien ou en mal, tant qu'on en parle, cela fait vivre l'œuvre. Cela forcément crée des positions tranchées,
manichéenne, qui aide le marketing. Surtout à l'heure de Twitter, où la vie d'une personne qui doit être contenue dans un maximum de 140 caractères peut se propager à travers le globe en quelques instants. Les studios savent très bien ce qui va faire parler. La preuve en est par cette affiche qui met en avant le personnage de la princesse naine, alors que, a priori, son rôle est minime dans la série. Et même moi, en faisant cette vidéo, je joue le jeu du marketing. Mais pour le coup, ça me dérange pas parce que pour le moment, j'aime assez bien la série. Comme je le disais plus tôt, tout cela, c'est qu'une question de vision. Si on adapte une œuvre, c'est une nouvelle œuvre qui naît. Même la trilogie de Peter Jackson était détestée par Christopher Tolkien, décédé en 2020, alors que c'est une saga cinématographique qui a permis à toute une nouvelle génération, dont moi, de découvrir l'univers de son père. Et pourtant, le fils de Tolkien avait décrit les films avec ces mots. Ils ont éviscéré le livre en faisant un film d'action pour les 15-25 ans. Et on ne peut que comprendre son ressenti. Lui qui a grandi avec l'univers de son père qu'il construisait au fil des années, il a forcément dû se sentir dépossédé. Encore plus quand d'autres se sont permis de s'accaparer l'œuvre de son père pour en faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Voir cette œuvre qui le rattachait à son enfance se faire charcuter de tous les côtés pour le bienfait du marketing et du pognon, ça a dû être très pénible pour lui. Et en parlant d'enfance, on va passer rapidement par la case nostalgie. Merci d'avoir choisi Nostalgie, il est tout juste 14h. Plus tôt dans cette vidéo, je disais « Pourquoi vouloir revoir exactement la même œuvre? À quoi bon ?» Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec les remakes live des classiques Disney. Car oui, un remake ou un reboot, c'est une sorte d'adaptation. Dans ce cas précis, il s'agit d'adaptation de leurs propres œuvres, et le problème le plus souvent soulevé, c'est le changement d'ethnie de tel ou tel personnage. Alors que le principal problème de ces remakes à outrance, il est selon moi, mais pas du tout ici. Pas du tout. Il est plutôt dans le manque de créativité et l'utilisation abusive de la nostalgie, avec pour but de garantir des entrées en faisant revivre une œuvre. Et comme je le disais plus tôt, dans le cas de l'adaptation d'un livre en film, si on retire le texte à un livre, on en enlève ce qui compose le format de base. Alors quand on retire le dessin animé pour en faire une œuvre en live, entre guillemets, mais tout en reproduisant presque mot pour mot le récit et les personnages qu'il compose, eh bien on va se retrouver avec un film qui, au final, sera bien moins enchanteur que l'œuvre d'origine. Et c'est surtout à cause de l'écart des émotions véhiculées par le dessin animé et celle des vrais acteurs ou des créatures photoréalistes en images de synthèse. Comme quoi, en ne retirant que ce qui fait le format de base sans changer la substance du récit pour l'adapter au nouveau format, on se retrouve avec quelque chose de bien plus terne et fade malgré les avancées technologiques actuelles. Sans oublier que ces œuvres d'origine, ces classiques d'animation Disney, sont déjà des adaptations très libres de contes plus anciens. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à connaître l'histoire de Aladdin et Jasmine que celle d'Aladin et la princesse Badroul Boudour. Vrai. Mais ça reste des fictions, dans des univers fantastiques. Donc, on devrait complètement se foutre de l'ethnie des personnages. Pour autant que leur ethnie ne raconte pas quelque chose ou ne soit pas en opposition totale avec le contexte historique de l'époque. Au final, on pourrait résumer toute cette polémique des adaptations comme ça. Si vous n'aimez pas cette adaptation, ou que vous ne voulez pas cautionner des visions extérieures à celles de l'auteur, faites comme Christopher Tolkien l'a dit en parlant de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il ne me reste plus qu'une seule solution, tourner la tête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on a décidé de ne pas aimer. Au contraire, c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on n'aime pas une fiction. Et je ne veux pas fermer la discussion parce que je déteste les avis tranchés, manichéens. La nuance, toujours. Et j'aime discuter pour autant que ce soit constructif et poli. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les propos que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et c'est avec un vrai plaisir que je viendrai échanger avec vous. Même si je pense qu'au final, personne ne changera d'avis, c'est quand même intéressant d'échanger. Pour autant que ça soit fait dans le respect de tout le monde. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleuiser, à laisser un commentaire ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures, potentiellement cinématographiques. C'était Projet Montilo.